Il est 13 h, c'est la principale édition de la mi-journée en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici les titres. Les élèves de l'institution Sainte-Fatima en visite au palais de la République. Ils ont, à cette occasion, rencontré le chef de l'État Macky Sall. Un riche moment d'échange et d'émotion pour ces jeunes apprenants sous le charme. Vous le verrez dans cette édition. Et puis, le lycée Limamoulaye croule sous le poids de l'âge et doit être réhabilité en urgence. Le cas de cet établissement d'excellence a été évoqué en Conseil des ministres par le président de la République. Il sera totalement reconstruit pour un meilleur cadre à ses pensionnaires. Et puis ce contrat de financement de la centrale de Cap de Biche, l'infrastructure d'une puissance de 366 MW va fonctionner au gaz local et est financé par West African Energy et African Finance Corporation, des actionnaires tous sénégalais. Le séminaire intergouvernemental France-Sénégal s'est tenu ce 8 décembre à Paris. 5 feuilles de route ont été élaborées et 6 accords signés. La France va apporter un appui budgétaire direct de plus de 100 milliards de francs CFA au Sénégal. Les détails avec Aram Dao, notre envoyé spécial dans ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. L'ambassadeur d'Égypte a fait ses adieux au chef de l'État au terme de sa mission. Noah Ahmed Maher Khedr s'est dit satisfait de son séjour qui a permis de renforcer les relations entre le Sénégal et l'Égypte. La diplomate a été élevée à la dignité de commandeur dans l'ordre national du Lion. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro d'Oumarnik. C'est un honneur vraiment très grand. J'apprécie beaucoup le geste de son Excellence, Monsieur le Président. C'est un honneur d'être décoré avec cette décoration. Ma période à Dakar était vraiment très merveilleuse, sur tous les côtés professionnels, personnels. Je me sentais dans mon pays, dans mon deuxième pays. J'ai eu toute l'assistance dans mes fonctions de tous les fonctionnaires, de toutes les hautes autorités, de tous les ministres, de la présidence, de tout le monde ici. Ce que m'a aidé beaucoup à pouvoir avancer dans mes dossiers et mon travail. Et j'espère que j'étais à la hauteur de cette mission très importante pour nous. Je vous le disais en début d'édition, une belle surprise pour les élèves de l'institution Sainte-Fatima venus visiter le palais. Ils ont eu l'occasion inopinée de rencontrer le président de la République. Vous allez le voir, entre poignées de main, photos, autographes, les élèves ont bien profité de cette occasion unique, un moment spécial, empreint d'émotion. Regardez. Visiter le palais de la République est un exercice courant pour les élèves. Ce matin, ceux de l'institution Sainte-Fatima ont eu plus de chance que les autres. Ils sont tombés sur le chef de l'État qui sortait juste de son bureau à l'heure de pause. C'est une occasion rêvée qu'ils ont saisie avec bonheur. Ça me fait très. C'est un honneur pour nous. C'est la rencontre de notre président. La main là, je vais jamais la laver, je vais devenir gaucher. Pourquoi? La main là est devenue sacrée, même le bic. Pourquoi? C'est moi qui l'a touché, dit. C'est qui m'a dit que ça va pas se reproduire. En plus de saluer le président de la République, les élèves vont repartir tous avec des autographes. Signature du chef de l'État sur les cahiers, ce n'est pas donné à tout le monde. Je vais signer pour tout le monde. Voilà. Chaque jour, je fais comme ça. Et moi aussi. Moi, je suis en train de rêver. Tu rêves de quoi? Mais c'est une vérité absolue qui est là. Dans cette communion entre les élèves et le chef de l'État, la dimension civique est bien marquée. Pour ce que représentent les élèves, le geste du président Macky Sall est plein de sens. Vous savez, chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, le président vient ici prendre la photo avec les ministres. Donc on chante l'hymne et puis on fait la photo. Encourageant pour ces élèves qui garderont toujours en mémoire ce souvenir.
Reportage signé au Morning, c'est sûr que ces jeunes apprenants n'oublieront pas de sitôt ce moment-là. Dans les titres également, je vous le disais, c'est l'actualité. 6 accords, 5 feuilles de route, 100 milliards de francs CFA d'appui budgétaire direct et 100 autres milliards destinés au projet de souveraineté alimentaire. Eh bien, ce sont là quelques résultats du séminaire intergouvernemental France-Sénégal présidé ce jeudi par le Premier ministre Amadou Ba en France et son homologue de la France, justement, Elisabeth Borne. Retour sur les temps forts de cette journée d'échange avec nos envoyés spéciaux Khalidou Bey et Aram Dao. Au château de Champs-sur-Marne, à une vingtaine de kilomètres de Paris, 3 choses étaient au rendez-vous ce 8 décembre 2022. Convivialité, solennité, efficacité. Après la restitution des travaux entre jeunesse française et sénégalaise, après le tête-à-tête entre premiers ministres, les entretiens bilatéraux des ministres, la réunion plénière avec les 2 délégations, le séminaire intergouvernemental France-Sénégal a fait place nette aux signatures. En tout, 6 accords, 5 feuilles de route, de nombreux secteurs couverts. Transition écologique, éducation, emploi, numérique, agriculture, santé, culture ou défense, notre partenariat s'incarne et se développe dans de nombreux domaines. Les 5 feuilles de route que nous avons adoptées et les 6 accords que nous avons signés aujourd'hui en témoignent. Ces accords marquent nos convergences de vues et l'amitié entre nos 2 pays. Ils sont aussi le fruit de la dynamique portée par les présidents Emmanuel Macron et Macky Sall pour renforcer encore les liens entre la France et le Sénégal. Dans un contexte de crise majeure et de relance économique, le Sénégal pourra compter sur une feuille de route entièrement dédiée à l'émergence. Les appuis à ce niveau sont conséquents. Aujourd'hui, nous avions besoin d'un soutien budgétaire direct pour soutenir notre économie. Je ne parle pas de pré-projet, mais je parle d'un soutien budgétaire direct. Et la France accepte de mettre à notre disposition une enveloppe assez substantielle qui devrait permettre, à mon avis, de soulager l'économie sénégalaise. On parle de 100 milliards de francs CFA, soit 150 millions d'euros. Maintenant, les modalités pratiques sont en discussion parce qu'il y a toujours beaucoup d'éléments à régler pour arriver à débloquer un appui budgétaire. Sur la période 2019-2023, la France apporte une contribution à hauteur d'1,5 milliard d'euros à la politique d'émergence du Sénégal. Cela fait de la France le premier pays contributeur au développement pour le Sénégal. Au-delà de tout, il y a la jeunesse, première des priorités, dira la première ministre française. Nous voulons notamment encourager les échanges universitaires entre la France et le Sénégal. Ces mobilités croisées, initiées lors du sommet de Montpellier, sont l'occasion pour des jeunes de nos 2 pays de mieux se connaître et de bâtir des projets communs. Nous poursuivons nos efforts communs en soutien au campus franco-sénégalais, qui compte déjà 1200 étudiants inscrits dans 25 formations dispensées par 35 établissements français et sénégalais. Nos discussions avancent également vers la mise en place d'une école franco-sénégalaise ou encore l'expérimentation d'hybridation des programmes scolaires sénégalais et français. Développement, santé et agriculture durable composent la 3e feuille de route. La 4e est axée sur la défense et la sécurité. La 5e sur la mobilité et la migration. Le séminaire intergouvernemental France-Sénégal a pris fin sur des engagements concrets. Le projet de souveraineté alimentaire du Sénégal va aussi bénéficier d'un appui de 100 milliards de francs CFA de la France. Et puis au cours de cette rencontre, le Premier ministre Amadou Ba a salué des relations solides et multiformes entre les 2 pays. Nous l'écoutons. Sur le plan bilatéral, nous nous sommes félicités de la relation de confiance entre la France et le Sénégal. Le seul problème entre nos 2 pays, Madame la Première ministre, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y en a aucun. Nous nous sommes félicités également des bonnes performances économiques du Sénégal, qui projette une croissance de 10%
l'année 2023. Ainsi, lors de nos échanges, nous avons revisité les principaux aspects de notre coopération. Dans le même sillage, nous avons aussi salué la création du campus franco-sénégalais de Dakar, que nous allons soutenir davantage. Nous avons aussi parlé et évoqué le sujet relatif aux 15 000 étudiants sénégalais qui vivent aujourd'hui sur le territoire français. Tout ceci est bien entendu en lien avec la question de la jeunesse, je l'ai dit tout à l'heure, de la formation et de l'insertion professionnelle, qui a été le thème principal de ce 5e séminaire. Propos recueillis par nos envoyés spéciaux Aram Dao et Khalidou Bey. La signature du contrat de financement de la centrale de Cap des Biches entre West African Energy et African Finance Corporation. Il s'agit d'une infrastructure d'un montant de 262 milliards de francs CFA et d'une puissance de 366 mégawatts fonctionnant au gaz local, financée à 100% par des actionnaires sénégalais. Le niveau d'exécution actuel de cette centrale est de 40%. Les détails avec Anaïs Nyanyamane. Cette signature marque le bouclage du financement de la centrale de Cap des Biches. Avec une puissance de 366 MW, la centrale est estimée à 262 milliards de francs CFA, un montage financier assuré par des actionnaires sénégalais. Ce projet structurant, Madame le ministre, d'un montant total de 400 millions d'euros, soit 262 milliards, est financé par des institutions financières africaines avec à leur tête Africa Finance Corporation. Le montage financier a vu la forte participation de Coris Bank International Sénégal et c'est aussi grâce à ce partenariat financier entre Coris Bank et West African Energy que le projet a pu démarrer les travaux depuis décembre 2020. Cette centrale à cycle combiné utilise une technologie à haut rendement composée de 2 turbines à gaz et une turbine à vapeur. Son opérationnalisation est d'une importance capitale pour l'État du Sénégal. Ce projet va permettre de disposer d'une énergie suffisante, en bonne qualité, mais surtout avec un coût de production compétitif grâce à l'utilisation du gaz naturel issu des réserves pétrolières et gazières du pays, car étant une composante de notre stratégie Gas to Power, ou production d'électricité à partir du gaz élaboré sous la vision de son Excellence le Président, chef de l'État du Sénégal. Dans toutes les étapes du projet, les normes environnementales ont été respectées et le contenu local pris en compte avec l'utilisation de la main-d'œuvre locale. L'actionnariat, il est 100% sénégalais. Nous avons dans ce projet décidé de recruter un recrutement à 100% du personnel local pour les besoins de main-d'œuvre non qualifiée et de 40% au moins pour le personnel qualifié. Nous remercions aussi également Sénélec pour le rôle crucial qu'elle a joué et qu'elle continue de jouer, car en effet, en plus d'être actionnaire dans West African Energy et acheteur unique, Sénélec a mis à disposition de West African ses experts. Sur le plan environnemental, le choix d'équipements de technologie à haut rendement et l'utilisation du gaz naturel comme combustible de base permettront de baisser des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez parlé également du contenu local, qui lui est très cher, qui a été bien pris en compte dans toutes les étapes de votre projet, particulièrement dans la gestion et la construction avec la participation des sociétés nationales et le recrutement du personnel local. La centrale du Cap des Biches, une composante de la stratégie Gas to Power, va fonctionner avec le gaz local. Sa mise en service permettra à notre pays de disposer d'une énergie de qualité suffisante et à moindre coût. Le port autonome de Dakar a reçu le navire de croisière Zandam. Il a fait escale au port de Dakar pour une journée avec à son bord 1663 voyageurs. La libération des quais du port a permis d'accueillir de grands navires spécialisés dans le transport de passagers en haute mer. Une véritable opportunité pour les acteurs du secteur touristique. Awan Ndiaye. À 8 heures, le navire de croisière Zandam Flag The Netherlands a accosté au quai 24 du Môle 2 du port autonome de Dakar.
en provenance du port d'Abidjan. Il a à son bord 1077 passagers et 586 agents qui composent les membres d'équipage. Sea Invest est une société belge qui a des activités de manutention portuaire. Elle détient des contrats avec des armateurs de croisière. La Holland American Land dispose de navires de croisière partout dans le monde. C'est une joie pour nous de représenter cet armateur-là et d'avoir travaillé main dans la main avec le port de Dakar pour faciliter cette escale-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'avènement du Covid, Dakar était un port très demandé de par les croisiéristes. La restriction sanitaire qui a été levée ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur touristique, mais aussi portuaire. La destination Sénégal reprend. À partir de cette fin d'année, nous savons que nous allons retrouver le niveau de trafic aéroportuaire qu'on avait en 2019 avant la Covid. Le tourisme intérieur a bien fonctionné et les marchés classiques commencent à revenir vers le Sénégal. Si vous avez de la capacité de linéaire de quai, vous pouvez accoster des navires, qu'ils soient des navires de cargaison conventionnels, qu'ils soient des navires d'hydrocarbures, qu'ils soient aussi de la croisière. C'est parce qu'on a la capacité linéaire de quai qu'on peut accoster des navires de croisière. Dans un premier temps, la priorité qui avait été donnée au gouvernement du Sénégal, c'est de ramener à la maison les denrées de première nécessité qui étaient au large, donc en mouillage, pour plus de 2 mois à 45 jours à la maison pour contribuer de manière significative sur la cherté de la vie au Sénégal. Le port autonome de Dakar, le gouvernement du président Macky Sall a fait le travail. En 6 semaines, le résultat, il est là, les quais sont libres. Plusieurs corps de métier et des activités touristiques tournent autour de cette escale. Elle est inédite, mais aussi inattendue. Cette escale n'était pas prévue. Dans notre jargon, on l'appelle un inducement call. C'est parce que Banjul ne s'y prêtait plus à cause d'une réalité structurelle, technique, qu'on pourrait appeler un draft, qui ne pouvait pas accueillir ce bateau parce que n'ayant pas le tirant d'eau adéquat, vu sa taille et son gigantisme. Mais si nous avons réussi cela, c'est parce qu'on a eu une libération de nos quais. N'eût été l'intervention, le pragmatisme et la pugnacité du directeur général du port de Dakar, Montagassi, à qui je rends un hommage au nom de l'industrie maritime dans sa globalité. De par sa position géographique, le port autonome de Dakar reste ouvert aux autres escales. Le tourisme de croisière est alors une opportunité. C'est un secteur d'activité en pleine expansion. La croisière est dominée par les clientèles nord-américaines. Notre espace maritime est un champ privilégié. Le Zandam Flag 922 68 91 quitte Dakar à 18h pour se rendre à Praia, au Cap-Vert. Parlons de toute autre chose. À présent, Ferlo 2022. La manœuvre militaire a vécu. Le champ de tir de Dodji dans le département de Linguère, dans la zone militaire numéro 2, a servi de cadre pour ces exercices. Toutes nos armées et leurs différentes composantes ont été mises à contribution pour réussir cette mission. L'objectif est de tester l'interopérabilité de nos armées. Ferlo 2022, c'est une manœuvre à balles réelles. Notre reporter Ibrahim Andong a participé à cette manœuvre. Un ciel assombri par l'impact de la riposte. Une puissance de feu doublée de tirs de précision. Le tout se résume à un objectif atteint. Ces colonnes de fumée renseignent sur la destruction des différentes cibles. Le champ de tir de Dodji résonne. Il s'agit de la manœuvre nationale Ferlo 2022. Une manœuvre militaire qui regroupe les différents corps de l'armée plus les forces spéciales. Sur le terrain, c'est un schéma tactique qui est mis en œuvre pour réussir la mission. Les premières unités qui étaient au contact, il s'agit des unités de reconnaissance. Donc leur rôle est de prendre contact avec l'ennemi, donc de l'identifier par le feu
de permettre de le localiser. Localiser l'ennemi qui s'était engagé dans la cuvette de Dalila. Le bataillon d'infanterie qui a engagé les combats était obligé de battre en retraite pour demander du renfort. Des frappes à longue portée sont donc nécessaires. Objectif, traiter l'ennemi en profondeur et l'empêcher de progresser. Une fois qu'il est localisé, l'artillerie et les autres moyens vont rentrer en œuvre afin de le détruire. Et donc cette manœuvre à tir réel a permis de mettre sur le terrain, de combiner les efforts de l'infanterie, de la cavalerie, mais également de l'armée de l'air et de l'artillerie, afin de neutraliser cet ennemi. Cette manœuvre montre tout simplement que nos armées ont la capacité de pouvoir repousser la menace d'où qu'elle vienne. Dans le cas d'espèce, elle venait d'un pays ennemi. Elle a pu pénétrer, mais la riposte a été foudroyante. Une riposte foudroyante, inhérente à la puissance de feu de l'armée. Un message codé, plein de sens. Dans l'expression de ce que nous avons connu ici, c'est une souveraineté. Et elle est nécessaire, elle explique ici, surtout c'est ça le message le plus important, qui a la capacité à la fois d'utiliser le classique, l'hybride et l'asymétrique. Ce sont ces trois éléments confondus parce que nous étions avec la manœuvre Falémé essentiellement sur l'antiterrorisme. Mais ici, nous avons vu qu'avec les guerres qui peuvent être déclenchées, comme celle que nous connaissons avec l'Ukraine, toutes les armées du monde s'organisent à revenir sur les fondamentaux, sur le classique. C'est une manière de faire face aux menaces diverses. C'est pourquoi le thème de cette manœuvre porte sur un ennemi conventionnel avec des modes d'action hybrides. Il s'agit d'un État qui vient agresser le Sénégal en ayant des revendications territoriales et qui se sert à la fois des modes d'action conventionnels, c'est-à-dire ce que l'armée fait normalement, une armée contre une autre armée, mais également en utilisant la population, en utilisant des modes d'action terroristes tels que les attentats, le piégeage et autres. Donc il s'agissait pour nous de tester nos capacités à faire face à des menaces complexes. Une manœuvre à balles réelles, tout en mettant en œuvre les moyens des différentes composantes de nos armées. C'est une véritable démonstration de puissance de feu de nos armées, doublée d'actions synchronisées qui renseignent sur le niveau d'entraînement de l'armée nationale. Comme pour dire, la sueur à l'entraînement épargne le sang au combat. Reportage signé Ibrahima Ndongue. Dans l'actualité de ce 13h également, eh bien, la réhabilitation du lycée Limamoulaye, une véritable urgence. Le président Macky Sall a évoqué le cas de cet établissement d'enseignement technique et général lors du dernier Conseil des ministres. Plus de 40 ans après sa création, eh bien, ce creuset d'excellence croule sous le poids de l'âge. Et si sa réhabilitation est une priorité, eh bien, la valorisation des économies créatives, elle aussi, est une volonté du président de la République pour régler la question du chômage des jeunes. Elle se traduit par la mise en œuvre d'initiatives visant à renforcer la capacité de certains instituts et établissements scolaires. C'est le cas justement du lycée Limamoulaye de Guédiawaye, un lycée dans un état de délabrement très avancé. Vous allez le voir dans cet élément qui va suivre. Et je vous le disais, il sera réhabilité. On retrouve Ibrahima Ndongue. Les stigmates d'une bâtisse qui croule sous le poids de l'âge. Le lycée Limamoulaye de Guédiawaye se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé après 44 ans d'existence. Pourtant, c'est dans cet environnement que les pensionnaires de ce lycée d'excellence évoluent. C'est pourquoi le président de la République a pris la ferme volonté de reconstruire totalement l'établissement pour mieux promouvoir les filières scientifiques. Pour réaliser de grands projets, il faut déployer de gros moyens. Lui, vraiment, sur ce plan-là, il vient poser le maillon d'une longue chaîne, qui n'a pas commencé par ça. Il a d'abord commencé par mettre beaucoup de moyens dans la formation professionnelle et changer carrément le mécanisme de financement de cette formation professionnelle. Et je vous citer simplement deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il y a quelques années de cela,
Pour faire un BEP en électricité seulement, il fallait aller vers des villes comme Dakar ou Saint-Louis. Aujourd'hui, avec la nouvelle politique développée par son Excellence, on peut faire beaucoup de formations un peu partout au Sénégal. L'objectif est d'assurer un avenir prometteur à la jeunesse sénégalaise. L'actuel proviseur est un pur produit de ce lycée. Il fait partie de la 3e promotion. Pour lui, le savoir est nécessaire pour résoudre l'équation relative à l'emploi des jeunes. Pendant de longues années, les gens ont posé le problème de l'emploi des jeunes sans comprendre ou bien sans mettre le doigt vraiment là où il le fallait. Parce que pour trouver un travail à quelqu'un, il faut d'abord lui trouver un métier. Pour régler la question de l'emploi des jeunes, il faut régler la question de l'employabilité des jeunes. Il faut faire en sorte que les jeunes qui postulent à un poste puissent avoir le profil pour travailler à ce poste-là. Et c'est ça que Macky Sall, dès sa venue, a compris. Une compréhension doublée d'une volonté manifeste. Macky Sall le sait, le développement de tout pays repose sur l'éducation et la formation. Des investissements importants pour gagner le pari de l'employabilité des jeunes. Toujours au même chapitre, au mois de juin dernier, s'est tenu un CDD consacré à la réhabilitation du lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Le début des travaux devrait démarrer en septembre 2022. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a tout simplement urgence. Lamine Touré. Une matinée particulière au lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Au menu de ce comité départemental de développement, la reconstruction du site, une instruction du président de la République. 43 ans après son inauguration en 1979, le lycée Limamoulaye de Guédiawaye a pris de l'âge, trop même pour certains, car l'établissement est bâti sur du préconstruit et concentre aujourd'hui 10 000 élèves et 300 professeurs. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a décidé, suite au dialogue qu'il avait effectué avec les jeunes de Guédiawaye, non pas de réhabiliter Limamoulaye comme il l'a fait depuis quelques années. Nous avons injecté beaucoup d'argent dans le lycée en termes de réhabilitation. Il a décidé de le reconstruire, d'en faire un grand lycée moderne, mais conformément à ses orientations, mais pour renforcer aussi sa position de creuset d'excellence dans la banlieue de Dakar. Cette concertation ouverte a donc débuté entre acteurs, une étape importante dans le processus de reconstruction du lycée Limamoulaye de Guédiawaye. L'État va en finir vite avec ses multiples dépenses annuelles destinées au maintien de la composante matérielle de l'établissement. Il y a dans cela des bâtiments évidemment qui vont être détruits, mais il y en a très peu qui vont rester, notamment l'amphithéâtre qui est tout nouveau, un bloc de salle de classe que le président de la République nous avait autorisé à construire. Mais en dehors de ces bâtiments et les logements, en dehors de ces 3 bâtiments, tous les autres bâtiments vont être repris. Et le président de la République nous a demandé de le reconstruire par phase. Bien évidemment, le lycée compte plus de 10 000 élèves. Nous ne pouvons pas les reloger ailleurs pour faire la construction. C'est pour ça que nous avons phasé les travaux. Dans ce centre d'excellence établi au cœur de la banlieue de Dakar, une génération d'élèves est passée par là. Certains d'entre eux sont aujourd'hui à la retraite. Ce projet suscite un grand intérêt pour toute une communauté. C'est un projet qui est structurant, qui nécessite quand même l'adhésion de toute la communauté éducative. Les apprenants sont jeunes, en règle générale, et il est bon qu'ils n'aient pas l'impression d'une discontinuité qui résulterait de l'exécution du projet en termes d'arrêt des enseignements, puisqu'il faudrait bien leur faire comprendre que le plan architectural qui est prévu est compatible en tout cas à une exécution du projet qui ne remettrait pas en cause la continuité des enseignements. La déclinaison des orientations pédagogiques a surtout rassuré les parents d'élèves. Ce qui est innovant, c'est l'idée d'en faire à terme un établissement polyvalent, puisque Limamoulaye comporte des enseignements au titre vraiment de la formation générale, mais également des formations à caractère professionnel. Le ministre de la formation professionnelle souhaite démarrer les travaux le mois de septembre prochain. Le budget est pour le moment arrêté à la somme de 6 milliards de francs CFA.
Et puis sachez que la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits sera célébrée du 15 au 21 décembre sur toute l'étendue du territoire national. Le thème de cette 16e édition porte sur l'éducation au civisme dès la petite enfance pour bâtir un capital humain de qualité. En prélude à cet événement, la directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits était face à la presse. Le compte-rendu est signé Massamba Tian et Cheikh Bambagé. La rencontre a réuni la directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits et de la petite enfance, partenaires techniques et financiers, et l'ensemble des acteurs de la presse. Objectif, partager et sensibiliser sur l'agenda et les défis à relever pour la réussite de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. L'ensemble des acteurs ont l'opportunité de se pencher sur les questions de développement de la petite enfance pour le relèvement du taux brut de préscolarisation, à travers l'amélioration de la qualité des interventions et de la gouvernance des structures, ainsi que l'élargissement de l'accès. L'objectif principal est d'assurer à tous les enfants sénégalais de la conception à 6 ans, issus en priorité de milieux défavorisés, l'accès à des services adéquats et intégrés selon une approche participative, inclusive, pour que chacun d'entre eux soit pris en charge. La célébration de la 16e édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits est placée sous le thème « L'éducation au civisme dès la petite enfance » pour bâtir ensemble un capital humain de qualité. Une question centrale, toujours d'actualité. À travers ce choix, l'Agence nationale de la petite enfance, la case des tout-petits, inscrit son action dans le sens des orientations du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. La nécessité de veiller sans cesse à l'évaluation des programmes scolaires qui doivent mettre l'accent sur l'instruction civique, l'esprit scientifique, le développement technologique et numérique, le sport, etc. Des cibles occupent une place primordiale dans l'agenda international 2030 pour l'éducation et dans l'attente de l'objectif de développement durable numéro 4 sur l'éducation. En tout cas, nous sommes dans la lancée de vous accompagner dans cette activité et voir au-delà même de cette activité, travailler vraiment avec le ministère de l'Éducation nationale pour que ce que nous faisons avec cette petite enfance soit vraiment au niveau de l'élémentaire, des moyens jusqu'à l'université. La cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits est prévue le 15 décembre 2022 à Kolda. Durant cette période, plusieurs activités sont prévues sur toute l'étendue du territoire national et les acteurs sont donc appelés à poursuivre la réflexion et à développer des stratégies. Le rapport du panel Malabo-Montpellier sur le financement de l'action climatique a été présenté à Dakar. La rencontre a réuni des experts en agriculture, en écologie, nutrition et sécurité alimentaire. Ces spécialistes s'intéressent aux politiques innovantes dans les pays africains pour financer l'action climatique et renforcer la résilience des systèmes alimentaires sur le continent. Ramatadem. Des représentants des gouvernements africains qui offrent une plateforme pour mettre en pratique les résultats de la recherche au niveau continental. Le Sénégal en est un exemple avec le Centre Suivi Écologique qui est la première entité dans le domaine accrédité en Afrique. Nous nous efforçons donc de renforcer notre résilience grâce à un certain nombre d'interventions d'adaptation, ciblant les secteurs de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que de la biodiversité. Mais nous prenons également nos responsabilités. Et bien que nous ne soyons responsables que de 0,07% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, nous nous sommes également engagés à réduire nos émissions de 7% sans condition et de 29% sous réserve d'un soutien extérieur d'ici 2030, conformément à notre contribution déterminée au niveau national. Les atouts du Sénégal, nous le savons, au-delà de l'accréditation, nous avons un gouvernement qui est fortement engagé dans les réponses climatiques. Si je prends l'exemple du BRT, par exemple, les réponses par rapport aux émissions de gaz à effet de serre ont été un élément important. Si nous prenons la Grande Muraille verte, le reboisement du Sénégal et la séquestration des gaz à effet de serre est un élément important. Des programmes comme Khayim Daoui et les efforts de la direction des eaux et forêts et la direction de l'environnement sur la pollution de l'air et la séquestration de carbone sont beaucoup de réponses que nous sommes en train d'apporter.
Des experts du continent africain réunis à Dakar pour promouvoir les politiques innovantes en matière de croissance et transformation agricole inclusive en Afrique. Et je me réjouis aussi que l'OCP Africa fasse du travail fondamental, non seulement dans le partage de ce que nous pouvons partager, mais aussi pour la recherche et pour vraiment améliorer les connaissances de la jeunesse dans ce domaine, car je me réjouis, ceci nous aidera aussi à garder nos cerveaux chez nous, en Afrique, et à revaloriser l'agriculture également dans son ensemble. Tout ce qui est innovation institutionnelle, tout ce qui est réforme politique et programmation au niveau local. Donc, dans ces trois domaines, on fait l'économie des expériences et des succès des différents pays, et c'est ce qui est présenté dans ce rapport. Un rapport donc présenté au cours de la rencontre afin de trouver ensemble les voies et moyens pour accéder au financement de l'action climatique et renforcer la résilience des systèmes alimentaires en Afrique. L'actualité, c'est aussi le sport, le football, notamment avec la Coupe du Monde Qatar 2022. Les 4 équipes devant jouer les premiers quarts de finale. L'Argentine, le Brésil, la Croatie et les Pays-Bas ont fait leur conférence de presse à Doha, les unes après les autres, dans la même salle. Une grande affluence des journalistes est notée à cette occasion. Du coup, la FIFA joue aux équilibristes et trie parfois sur le volet, suivant le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Doha, Ousmane Cissé, Pape Laïfaï et Ibrahim Mboup. Assister à toutes les conférences de presse relève du parcours du combattant. Il faut venir tôt à la QNCC ou être chanceux pour entrer dans la salle d'une capacité de plus de 200 places. Les journalistes sont venus en grand nombre. Certains sont obligés de rester dehors, faute de places disponibles. Les confrères dont les pays jouent sont privilégiés à ce stade de la compétition. À l'intérieur de la salle, les propos d'avant-match renseignent sur l'enjeu des quarts de finale. Il y a de l'excitation dans le groupe. L'Argentine est très forte. En ce moment, l'effectif est de qualité. Nous voulons écrire l'histoire de cette Coupe du Monde. Nous voulons franchir le cap et se qualifier en demi-finale, tout en sachant qu'on aura une grande équipe en face. Ce sera un grand match. On a joué de malchance pour la conférence de presse des Pays-Bas. Pour celle de la Croatie, nous sommes bien de la partie. La star des vice-champions du monde, Luka Modric, annonce que ses coéquipiers vont bien défendre et être fidèles à leur principe de jeu. Nous jouerons notre football, quelle que soit la situation. Nous ferons tout pour représenter notre pays de la plus belle des manières et essayer de faire un bon résultat. C'est un match crucial. Nous nous sommes bien préparés. Je crois que beaucoup de choses peuvent se passer demain. La Croatie fera face à l'un des grands favoris de la Coupe du Monde, le Brésil de Neymar et de Vinicius, adeptes du foot samba et du spectacle. Et après 2 jours de repos, la compétition reprend aujourd'hui, justement avec 4 rencontres comptant pour les quarts de finale des matchs couperés où les sélections présentes vont devoir batailler ferme et dur pour rester dans le carré d'as. Fatoumata Savani. Voici les affiches des quarts de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Croatie, Brésil, Pays-Bas, Argentine, Maroc, Portugal et France, Angleterre. Des affiches alléchantes pour ces quarts de finale. Vous rappelez que vous pouvez suivre le match Argentine-Pays-Bas sur nos antennes à partir de 19h, mais avant prise d'antenne bien sûr avec le Desk Sport et nos consultants. Eiffage, opération service, a fêté ses 5 ans de présence au Sénégal en tant que concessionnaire. Une occasion pour l'entreprise de rappeler son ancrage et la diversité de ses services. Hamidou Diop. Ces rencontres avec les partenaires symbolisent les 5 ans de présence d'Eiffage Opération Service au Sénégal. L'entreprise marque ainsi son ancrage au Sénégal à travers des services spécifiques. Alors, Eiffage Concession, c'est la branche long terme du groupe avec des engagements sur la durée. On fait tout type d'infrastructures focalisées sur les autoroutes, les réseaux ferrés, les ports de plaisance. On fait aussi du bâtimentaire
on fait des énergies renouvelables et des aéroports. En réalité, le groupe Eiffage est présent depuis plus de 100 ans au Sénégal. En un siècle d'activité, Eiffage a eu largement le temps de diversifier ses services. Nous sommes en phase, je dirais, de promotion de nos activités. Elles sont assez diversifiées. Elles touchent essentiellement à la maintenance bâtimentaire, donc tout ce qui maintenance des bâtiments, des installations électriques ou de tout corps d'État. Elles vont au-delà sur des prestations qui sont de l'entretien d'espaces verts, comme vous avez pu le voir, fauchage, désherbage, le marquage routier, alors que le réseau routier sénégalais tend à augmenter d'année en année, et puis jusqu'à la prestation aéroportuaire, qui est un secteur d'activité dans lequel Eiffage Opération Service est attributaire de l'expérience en fait, du groupe Eiffage. Cette célébration des 5 ans d'Eiffage Opération Service a été un moment de retrouvailles entre collaborateurs. L'entreprise qui opère dans plusieurs secteurs d'activité se dit toujours disponible pour les défis futurs. Culture dans ce 13h. La danse classique était à l'honneur au Grand Théâtre Doudoundia et Kumba Rose. Le spectacle est le fruit de la collaboration entre le ballet de la ville de Kazan et celui du Grand Théâtre, tout simplement. Un événement qui traduit également l'esprit d'ouverture du Grand Théâtre à d'autres cultures. Abdouad. Des pas de danse, de belles chorégraphies sur la scène du Grand Théâtre. Ce chef-d'œuvre est signé des étudiants de l'Institut d'État de la culture de Kazan en partenariat avec l'Académie de ballet du Grand Théâtre. L'intérêt, c'est quoi? C'est de pouvoir aujourd'hui permettre à nos danseurs au niveau du Sénégal de travailler avec donc, les danseurs russes pour créer quelque chose donc, qu'on va montrer un peu partout à travers le monde. C'est-à-dire danse classique, danse traditionnelle, pour ne pas dire donc, danse urbaine, pour véritablement créer donc, cette cohabitation-là, je ne dirais pas cohabitation, cette symbiose-là qui doit exister entre la culture qui vient d'ailleurs et la culture africaine, la culture sénégalaise. Ce rendez-vous est un lieu de rencontre entre la danse sénégalaise et la danse classique russe, une ouverture au bénéfice des deux pays. C'est un début d'un partenariat qui va permettre donc à nos artistes de faire le déplacement pour aller donc en Russie, se former par de grands instituts, mais aussi vice-versa. Les étudiants qui sont là présentement sont en train d'échanger d'expériences avec les danseurs sénégalais, mais c'est gagnant-gagnant. Les danseurs sénégalais sont en train de bénéficier de l'expérience russe, mais également les étudiants russes sont en train de bénéficier de l'expérience de nos danseurs sénégalais. Pendant plus d'une heure, le public s'est délecté du spectacle de Casse-Noisette, un ballet féerique vieux de 130 ans. Casse-Noisette, c'est un spectacle pour les enfants. La nuit de Noël, où on contribue tous les cadeaux aux enfants. Et la petite princesse Clara, elle est très déçue parce que son cadeau est cassé. C'est toute l'histoire comme quoi la petite princesse elle était dormie. Et tous les poupées, les décorations sur les sapins sont devenues en réalité. Et les casse-noisette poupées est devenu prince. Le Grand Théâtre, en réalité, ses missions sont africaines, mais aussi l'Afrique et sa diaspora, mais aussi et surtout la culture d'ailleurs, comme on l'a dit, c'est d'accueillir les grandes créations, les offrir donc un espace de publicisation leur permettant donc pratiquement de vendre leurs créations à travers l'Afrique, mais à travers donc le monde. Pour la troisième fois depuis 2019, la troupe russe étale toute l'étendue de son talent à Dakar, un événement qui s'annonce désormais comme le grand rendez-vous de la danse classique en terre sénégalaise. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, le Wolof avec Khali Seck. Moi, je vous retrouve demain à 13h. Bel après-midi à toutes et à tous en notre compagnie.